Bon, après un mois à faire du jeu vidéo, on va peut-être basculer dans les films d'anime et on va peut-être enfin évoquer Persepolis. Vous connaissez peut-être ce film, il est sorti en 2017 et il est adapté de la bande dessinée du même nom et il est réalisé par Marjane Satrapi. Il s'agit d'une œuvre autobiographique. Alors si je devais prendre un adjectif pour qualifier Persepolis, dur, vraiment dur, vraiment dur. Eh, franchement, on a un concurrent au Tombeau des Lucioles. Ah vraiment, vraiment. Et par un hasard qui n'est pas du tout un hasard, qui est plutôt logique, les deux œuvres elles parlent de la guerre. Mais il n'y a pas de secret. Tout le film va suivre la vie, les débuts de la vie jusqu'à l'âge adulte de Marjane Satrapi, qui vit en Iran. Une Iran de la seconde moitié du XXe siècle, c'est-à-dire au moment où il y a des révolutions, des guerres civiles, des conflits avec l'Irak, avec les Américains, avec plein de choses. C'est pas la meilleure période du monde, et ça va fatalement impacter la fillette qu'elle est et la femme qu'elle va devenir. C'est super intéressant, mais qu'est-ce que c'est dur. Le film a vraiment plusieurs tons différents. Au début, c'est presque drôle, c'est presque mignon. La gamine, la Marjane, elle a quoi? Elle a 6 ans, 5 ans. Elle entend les grands parler de la guerre, parler des dictateurs, des révolutions. C'est des histoires de grands, elle s'en rend pas vraiment compte. C'est des trucs qu'on lui apprend, on lui dit oui, lui c'est un dictateur en fait. On va essayer voilà, de faire des réformes, tout ça. Elle comprend comme ça, tu vois. On sent une gamine, ouais, que ça amuse. C'est un peu comme un jeu, c'est le jeu des grands. Et petit à petit, elle est rattrapée par la réalité que ouais, bah, c'est le jeu des grands, mais ça l'impacte aussi. Ça impacte sa famille. C'est quand sa grand-mère lui dit, bah, tu sais, ton papy, il a fait de la prison. Ah, ouais, ça fait un choc à entendre. Quand on lui dit, bah voilà ton oncle, tu l'as jamais vu, il a passé 30 ans derrière les barreaux. Puis quelques années, son oncle, il se fait exécuter. Tu sais, c'est des trucs comme ça, oui. Bon, je spoil, hein, vous avez l'habitude maintenant. Mais c'est pas simple de voir une gamine qui est pleine de vie, d'envie de liberté, qui se heurte à la plus grosse réalité du monde. C'est terrible. En fait, c'est l'innocence qui s'en va. Le film raconte l'innocence qui s'en va. Et le besoin ouais, de se sentir concerné. Le fait que même si t'en as pas envie, t'es obligé d'être concerné par la guerre. Tu peux pas t'en échapper, même en quittant le pays. Alors évidemment, l'identité la plus remarquable du film, et celle qu'on voit en premier, c'est clairement sa direction graphique. Les couleurs, ou l'absence de couleurs, c'est super intéressant comme truc. Le film est majoritairement en noir et blanc, sauf dans les moments du présent, enfin du présent, le moment où la narratrice, donc Marjane, raconte l'histoire, donc ouais, le moment du présent qu'on voit au début et à la fin. Là, il y a des couleurs, là, elle arrive en France. C'est pas non plus des couleurs très joyeuses, mais on va en reparler. Le film est vachement en noir et blanc. De cette façon, on illustre un monde très binaire, avec le bien, le mal. Tu es soit contre, soit pour. Tu es soit un patriote, soit un ennemi du pays. Tu sais, un truc où voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a vachement ce côté-là, je trouve, qui ressort énormément. Surtout au début où tout est plus ou moins blanc. Dans les premières scènes, là, c'est parce que Marjane, elle est toute petite, elle est toute innocente. C'est très facile hein, quand t'es enfant. C'est oui, ça c'est ça, c'est très simple. Et petit à petit, t'as du noir qui prend forme en fond, beaucoup en arrière-plan. Et pas seulement du noir, du gris. Voilà. Parce qu'il y a des zones d'ombre. Parce que c'est pas aussi simple. Parce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ouais, ok, mais pourquoi mon oncle qui est gentil, il est du côté pas bien alors? Pourquoi est-ce qu'on l'envoie en prison? Mais tu verras, un jour, le prolétariat régnera. Tiens, je t'ai fait un autre signe en mie de pain. C'est le tonton du premier. Étoile de ma vie. T'as tous ces côtés-là. Et ça illustre énormément le conflit intérieur, en fait. Le conflit intérieur d'une gamine qui est projetée dans la guerre. Le fait où rien ne va. Où c'est pas aussi simple. Où rien n'est binaire. Où t'as du noir absolument partout. T'as des scènes magnifiques qui sont très bien illustrées par ça, justement. C'est deux personnages qui parlent et t'as un noir en fond qui grandit. On comprend tout de suite. On comprend tout de suite ouais, le côté ténébreux, le côté vague, le côté flou. C'est très bien rendu. Le travail sur le noir et le blanc, surtout le noir, est super bien foutu. C'est super touchant de voir évoluer cette gamine qui a vraiment un méga tempérament, ouais, je vous ai dit, qui a soif de liberté. Quand elle est enfant, c'est oui, je vais faire la révolution. Puis quand elle est ado aussi, et qu'elle commence à moins faire la folle. C'est pas qu'elle en a pas envie, mais c'est beaucoup moins facile. Déjà, ils sont obligés de porter le voile, et pareil pour tout le truc au niveau du voile, c'est super bien rendu, je trouve. La mise en scène pour montrer cette obligation, le fait que ce soit imposé déjà à tout le monde, et puis surtout dans des situations totalement ridicules. Typiquement, tu es obligé de porter le voile quand tu vas faire ta carte d'identité, ce qui fait que bah, de toute façon on te reconnaît pas quand on te voit, ou même pire, dans un truc de dessin.
Ou genre le modèle donc pour l'étude du corps humain, le modèle qui en voit l'intégrale et que t'es en mode mais à quoi je sers? Mais putain, c'est pas possible. Où qu'on se place, on voit toujours la même chose. Tu parles d'un cours d'anatomie. Le seul truc qui dépasse, c'est son gros nez. Et c'est le moment d'ailleurs de parler du voile, oui, parce que tant qu'on est sur des sujets sensibles, allons-y gaiement. Il y a aussi l'inverse en France. Dans les premières scènes, on voit Marjane casse son voile et qui se fait juger par une Française. Ah, elle a son voile. C'est quand même assez drôle de montrer un peu cette dichotomie où en France, quand t'as le voile, c'est bizarre. Par contre, en Iran, c'est quand tu ne l'as pas que t'es jugé. Franchement, le but, ce serait peut-être juste de leur donner le choix. Hein, de rien imposer en fait, tu sais, c'est ça, c'est pas tant le voile en soi qui est répréhensible là-bas. S'il est tellement détesté, c'est parce que ça devient ridicule à quel point ce soit tellement systématique de devoir le porter. Hein, et c'est pareil pour la France, mais l'inverse. C'est tout con, elle devrait avoir le choix. Comment tu veux faire avancer les droits des femmes si tu leur imposes quelque chose, si tu leur interdis quelque chose d'aussi con qu'un vêtement, qu'un putain de bout de tissu. Voilà, c'était la minute rage, mais putain quoi, enfin je sais pas, ça me paraît évident. Je vais revenir sur un sujet que j'adore, vous savez que je l'adore, le côté les films d'animation, c'est pour les enfants. Mais encore une fois, hein, comme le tombeau des Lucioles, Persépolis, c'est pas du tout le bon exemple. Après, ça pose une question intéressante. Est-ce que les films pour enfants, c'est forcément des films qui sont... vous voyez, où il y a rien de choquant, où tout est lisse Est-ce qu'un film où il y a des choses violentes, c'est pas pour les enfants forcément? Dans Kirikou, typiquement, bon, tout est en métaphore, mais il y a quand même des choses assez graves, hein. Il y a des métaphores du viol quand même. Non, il y a des choses qui sont violentes dans les films pour enfants, je parle même pas de certains Disney, hein, Pocahontas typiquement. Donc, quelle est la limite en fait? Qu'est-ce qu'on attend d'un film pour enfants? Ça, c'est pas pour enfants. Dans le sens où c'est pas fait pour des enfants, c'est fait pour tout le monde, mais quand même pour un public averti. Pourtant, je connais des gens qui l'ont regardé quand ils étaient enfants et qui l'ont beaucoup aimé. Je pense ça s'explique au tombeau des Lucioles, hein, ce que je vais dire. Même si tombeau des Lucioles, c'est encore moins pour les enfants, je trouve. On peut regarder ce genre de choses à tout âge. Mais quand t'es enfant, quand t'es assez jeune en tout cas, c'est mieux de le regarder avec quelqu'un, avec un adulte en fait. Pour pouvoir en parler. Surtout que là, c'est vraiment de la politique. Autant le tombeau des Lucioles, ça reste assez vague. Nous, on sait que c'est la Seconde Guerre mondiale, que c'est des trucs, voilà, les Japonais qui étaient alliés des nazis, tout ça. Mais concrètement, c'est juste une guerre, tu vois. Là, non, c'est un vrai conflit. T'as des dates, t'as des noms de pays, t'as des choses révolutionnaires, t'as des nominations politiques. On est vraiment dans le dur, hein. Quand t'as 5 ans, tu comprends pas la moitié des trucs. T'as 5 ans, c'est peut-être un peu vraiment très jeune pour le regarder. Mais, je sais pas, 9 ans, 10 ans, peut-être plus ou un petit peu moins, peut-être que tu peux le regarder. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un avec toi, d'avoir un adulte pour pouvoir en parler, pour pouvoir expliquer certaines choses aussi. C'est quand même important. Pour pouvoir verbaliser ce que tu vois. Quand tu vois quelque chose de choquant, surtout quand t'es enfant, t'as besoin d'en parler. Et d'ailleurs, parlant de propos choquants, je vous ai dit, il y a des petits trucs un peu drôles, des fois, des petits actes de rébellion de Marjane qui fait la folle, qui écoute du hard rock, qui fait son ado. Enfin, c'est vraiment des trucs sympas. Eh, c'est combien pour ça? 100 en 50. 60. 50. 60. 50. 50. Et t'as aussi plusieurs scènes qui sont dans des tonalités très sombres niveau couleur, sans parole, sans aucun dialogue, juste une musique d'ailleurs, une musique très bien au passage, qui te montre des actes de guerre de la vie de tous les jours en fait. Des manifestants qui se font tirer dessus, des jeunes qui faisaient une fête clandestine et puis qui se suicident pour échapper à la police, des familles qui se précipitent à la cave pour éviter d'être bombardées. C'est toujours des moments mais vraiment très durs. C'est des moments qui arrivent de nulle part, qui arrivent comme ils repartent, c'est comme ça. Ça fait partie du quotidien. Et on le sait, ça se voit, c'est bien incorporé. On voit que voilà, entre deux scènes de vie de Marjane et de sa famille, dont la famille super d'ailleurs, on a ces scènes-là qui font partie du quotidien, qui parfois mêlent des personnes que Marjane connaît, des connaissances, des proches, parce que quand tu vis dans un pays en guerre, t'en ressors pas indemne. Tu gardes pas tous tes proches avec toi, t'en as fatalement que tu perds au bout du chemin, et c'est terrifiant, parce que ça arrive très souvent dans le film. Mais c'est aussi comme ça, c'est aussi comme ça. Mais Persepolis, ça se contente pas de raconter la vie en Iran pendant la guerre. Ça va un peu plus loin. Pendant une partie du film, Marjane, qui a alors 13-14 ans, entre 13-14 ans et 19-20 ans, elle est envoyée par ses parents en Autriche pour fuir. Pour fuir l'Iran, ses parents lui disent non mais va-t'en, va loin, va là où tu peux être libre. Et donc Marjane, qui est encore quand même assez petite, qui se retrouve projetée en Europe et pendant une bonne demi-heure, hein, je dirais quand même, on suit un peu ses pérégrinations dans les villes d'Europe.
où elle se fait des amis avec qui elle n'a pas forcément en commun. T'as vu une révolution et une guerre. Ah ouais? Et t'as vu beaucoup de morts? Quelques-uns? Waouh. Balèze. Comment tu peux avoir quelque chose en commun avec des Européens comme, comme nous, comme moi, avec tout l'esprit critique, l'ouverture qu'on peut avoir, et encore, on connaît pas la guerre. Quand toi, t'as connu des telles horreurs, comment tu peux te sentir vraiment à ta place au milieu de gens qui ne connaissent pas ce genre de choses? Et t'as beaucoup ce truc-là qui est fait parce qu'elle rencontre des gens qui sont en mode ouais, mais tu comprends, c'est la politique, c'est un jeu de l'absurde, c'est que du divertissement. Comment tu peux entendre ça quand toi, des membres de la famille se sont fait tuer pour des idées politiques, tu vois? C'est des trucs très différents. Pareil, à un moment, elle a un groupe de potes qui disent ouais, on fait une soirée anarchiste. Et bon, soirée anarchiste, comme elle le dit, l'État n'a pas de souci à se faire. Hein. Soirée anarchiste, voilà, tu fumes des pets, tu manges des saucisses, rien de très d'anarchiste au sens où elle peut l'entendre dans son pays en Iran. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé là-dessus. Il y a beaucoup de gens d'Européens, hein, forcément, qui ont gueulé en mode ouais, on est, j'allais dire, on est discriminés. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on nous donne une mauvaise image, oh, les sales blancs privilégiés. Mais comment dire? Oui, on est privilégié en fait. Oui, c'est pas agréable hein, à entendre, mais c'est comme ça. Enfin, je pourrais jamais dire que je suis pas privilégié par rapport à d'autres gens qui vivent dans la guerre. Ben oui, je sais pas ce que ça fait. Et par rapport aux théories sur le divertissement, la politique, l'anarchie par la désobéissance passive, c'est des théories intéressantes. Tu vois, on les connaît ces théories qui sont un peu intellectuelles, tu vois. Alors qui sont moins sur l'action que sur la réflexion et le recul. C'est des théories, oui, qui s'entendent, mais effectivement, ça te paraît tellement en décalage quand toi t'as vécu vraiment la réalité du terrain. Ouais, ça te paraît complètement absurde. Tu dis non, mais il n'est pas question de philosopher en fait, c'est des faits, c'est des actes. Donc c'est aussi important de montrer ça, de montrer ce décalage. Et c'est comme dans Azur et Asmar, même si ça n'a rien à voir. Ouais, tu montres la France ou les Européens d'un côté un peu moins bien, mais c'est parce que c'est pas le sujet. Le but là, c'est pas de montrer la France, c'est de montrer la situation en Iran et surtout de montrer le malaise de Marjane qui se retrouve en Europe, mais qui pense à sa famille, et qui montre que ouais, c'est pas que en fuyant que tu peux changer les choses. Et c'est là que le film il touche un sujet extrêmement sensible, les traumatismes, alors physiques il en parle, mais les traumatismes psychologiques. Hein, le fait de voilà, ton pays est en guerre, tu viens d'un pays en guerre, tu es iranienne en France ou en Autriche. Okay. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Ta famille est restée là-bas. Comment tu le vis? Comment tu fais pour te sentir... Tu sais, la culpabilité du survivant. Comment tu fais pour te sentir bien? Genre t'es dans ton salon, tu regardes la télé et tu dis putain, mes potes à moi, ils sont là-bas, ils se font peut-être bombarder, ils sont peut-être morts. Très compliqué et en même temps, c'est pas sa faute. Donc il y a toute cette dynamique-là. Le fait que... Comment tu peux être en paix là-dessus? Et t'as pas de réponse claire, t'as pas de formule magique. Marjane, en tout cas, ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne veut pas être en Autriche. Elle veut retourner avec les siens. Elle finit par craquer, elle retourne chez elle. Mais comme beaucoup de gens qui ont fui des pays en guerre, qui se retrouvent là-bas et qui se disent, ben non, là n'est pas ma place en fait. Et ouais, déjà t'as la nostalgie, puis ensuite, ouais, tu te dis, non, non, ma place elle est là-bas, tu sais, culpabilité du survivant, encore une fois. Un autre point qui est beaucoup abordé par le film, notamment par le personnage de la grand-mère qui est absolument génial, c'est la façon de se comporter, le comportement en temps de guerre. Comment conserver son intégrité. Et ça, c'est super important. Qu'est-ce que tu fais quand tout est binaire? Quand tu es soit du côté des gentils, soit du côté des méchants? Quand soit tu collabores, soit tu es exécuté. Reste toujours digne et intègre à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Parce que le but, c'est aussi de rester en vie. Mais est-ce qu'il y a des choses qui valent la peine de mourir? À quel moment est-ce que tu te dis, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille, même si je vais mourir? À quel moment tu te dis, bah, c'est là qu'il faut que j'aille, il faut que je fuis parce que c'est mieux comme ça. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a aussi, est-ce que j'accepte cette faute-là ou est-ce que j'accuse le voisin qui n'a rien fait pour pouvoir, moi, m'échapper? Il y a aussi ça. Puis il y a aussi le côté, voilà, tout simplement le côté des choix. Genre, je pars en Autriche pour fuir et finalement, bah, je me suis trompé, j'ai envie de revenir, j'ai besoin de revenir. Bah, reviens. Tu sais. Il y a ce côté où, ouais, la vie, c'est se tromper. Pareil pour l'amour, t'as plein d'histoires d'amour, de petites histoires d'amour, tu sais. Marjane, hein, en Europe, elle rencontre des garçons, en Iran aussi. Et t'as plein de fois le côté oh, j'ai rencontré la bonne personne, ah, c'était un gros con. Attends, je vais tout expliquer, c'est pas ce que tu penses. Marjane, je t'aime! Je t'aime!
Mais voilà, genre, oh, on va se marier. Ah, d'accord, bah je vais divorcer, je l'aime plus. Mais, ça arrive, voilà, c'est comme ça. T'as vachement ce côté-là. Ce côté, non, c'est vraiment un très beau film, mais qu'est-ce qu'il est dur. Persepolis, comme toutes les œuvres autobiographiques, ça parle de la construction identitaire, de comment tu te sens toi, comment tu te construis toi, avec tel ou tel problème. Riyad Satouf, il fait ça hein, dans l'Arabe du futur. Marjane, elle est géniale. Marjane, dans le film, le personnage, je le trouve très touchant. Il fait vraiment jeune fille. Pas jeune fille petite, mais genre ouais, une jeune femme qui se construit. Autant t'as des moments qui se concentrent plus sur l'aspect politique du bordel, autant t'en as, c'est vraiment centré sur Marjane. C'est vraiment un peu un jeu d'équilibriste hein, quand même. Comment tu parles à la fois du personnage qui grandit et comment tu parles à la fois de tout le contexte autour. Mais c'est super drôle, c'est super drôle. Ces histoires d'amour, elles sont toujours faites d'un point de vue très drôle, même s'il y en a qui sont quand même un peu dramatiques, mais t'as quand même une satire très, très drôle. Quand Marjane décrit la façon dont elle a grandi d'un coup à l'adolescence, qu'est-ce que c'est drôle! Qu'est-ce que c'est drôle! Tout d'abord, je grandis de 18 cm. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea, puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se développa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez. C'est tout bête, hein, mais le bruit d'un ballon de baudruche à chaque fois que t'as un membre de son corps qui bouge, mais qu'est-ce que ça me fait rire, putain. J'ai vraiment un humour de merde, je pense. Pareil, t'as un moment super où Marjane sort un peu de la dépression et elle se dit, ça y est, cette fois, j'en ai marre d'être une victime, c'est parti, je me bats. Et t'as une super reprise d'Eyes of the Tiger qu'elle chante très approximativement mais qui est très drôle. Et le clip est à mourir de rire. Enfin, il est génial. Il est tellement... Il a à la fois beaucoup de punch et en même temps, c'est trop drôle. Des images ultra badass alors que bah juste elle prend sa douche, genre ouais, je vais vous dégommer. C'est trop drôle. When the day's done, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. Je le répéterai jamais assez, hein. Persepolis, c'est un film dur. C'est vraiment un film dur. Je préfère le dire souvent, mais que vous vous en souveniez, si jamais vous le voyez. C'est pas un film... c'est pas un truc feel good. C'est vraiment très très dur. C'est vraiment niveau Tombeau des Lucioles. J'insiste là-dessus, vraiment. Parce que je sais pas comment vous l'exprimer autrement. Mais le film me paraît d'autant plus pertinent aujourd'hui, quand on sait qu'en Iran, il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, beaucoup de révoltes, surtout de la part des femmes qui sont quand même dans des conditions vraiment, vraiment terribles, quoi. Il y a beaucoup de ça dans l'actualité, ça bouge énormément, mais on voit avec le film que ça date pas d'hier non plus, que c'est un long cheminement qui a continué, qui a perduré, et qui permet aujourd'hui aux femmes en Iran de dire non en fait, de se dire non, on va pas rester assises en fait, on va bouger, on va se battre, on va parler, et c'est pour ça que Persepolis, il faut le regarder encore aujourd'hui, il faut le découvrir, il faut le faire découvrir, et effectivement peut-être à ses enfants, pas 5 ans, hein, pitié, pas 5 ans, mais un enfant tu sais, qui a un peu atteint l'âge de raison quand même, parce que c'est important, parce que c'est quand on se construit qu'on a besoin, je pense, de ces films-là, tu sais, qu'on a besoin en tant qu'enfant de voir que ouais, ces choses-là, elles existent en fait. Tu sais, ça permet de remettre en perspective beaucoup de choses. Et ça faisait littéralement des mois que j'avais besoin d'en parler de ce film. Je n'en puis plus. Et la prochaine fois, j'ai envie de parler d'un Michel Oslo. Ah, vous voyez où je veux en venir, hein. J'ai parlé quand même des trois principaux trucs de Michel Oslo. Il reste plus grand-chose. Je sais qu'il y a les 3 contes qui sont sortis il y a pas longtemps, mais vous vous en doutez, il y a un film d'animation long métrage dont j'ai pas encore parlé, qui est sorti en 2018 si ma mémoire est bonne. Et ouais, il serait peut-être temps de parler de Lily à Paris. On verra ça la prochaine fois. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight.